Alors, bonjour tout le monde. Encore une fois, on va aller de l'avant. On est au dernier panel de notre demi-journée sur l'IA et l'EDI, le dernier panel de notre événement de 2 jours sur l'EDI. Avant d'aller de l'avant avec ce dernier panel, je tiens à faire quelques remerciements et quelques excuses. Donc, je tiens d'abord à remercier Bibiana, le Rikedi, le comité organisateur, tout le monde qui ont participé. Je n'aimerais pas tout le monde parce que je vais en oublier, là, je suis convaincu, mais tout le monde qui ont participé à l'organisation de ces 2 journées d'événements, ça n'aurait pas été possible sans vous, donc c'est extrêmement apprécié. Tous nos partenaires, évidemment. Et je tiens à m'excuser d'avance parce que j'ai eu la mauvaise idée de me mettre animateur du dernier panel, alors que là, ça fait 2 jours que j'organise l'événement, puis je suis pas dans mon état normal. Donc, ça se pourrait que je sois pas au top de ma forme, mais je vais faire le mieux que je peux pour animer de la meilleure façon possible ce dernier panel. Ensuite, j'aimerais remercier à nouveau, remercier toutes les présentatrices qui nous ont précédés et qui ont discuté de façon très étendue et très pertinente la question d'intelligence artificielle. Et donc, je vais par conséquent m'excuser auprès des panélistes qui viendront me rejoindre dans quelques instants, parce que nous aurons à parler, après toutes ces présentations, il y a toutes ces choses qui ont déjà été dites, mais on a bien fait de préciser un élément important, puis je pense que c'est la particularité du dernier panel, puis il faut bien le mentionner. D'ailleurs, les panélistes du premier panel s'en sont tenus, ils ont très bien fait, s'en sont tenus à l'IA générative, parce que le premier panel portait sur l'IA générative, alors que ce panel-ci va porter sur un autre type d'outils d'intelligence artificielle qui sont utilisés dans le milieu de l'éducation en général, mais de l'enseignement supérieur en particulier. Et donc, en fait, ce sont les outils prédictifs. Et donc, il y a différentes façons de classer ou de présenter l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde de l'enseignement supérieur. Mais plusieurs d'entre vous le savez déjà, je travaille en constante collaboration avec ma collègue Andréane Sabourin-Laflamme. Puis une des choses sur lesquelles on revient souvent, c'est que le milieu de l'éducation, comme elle l'a bien dit plus tôt, a été grandement influencé, en fait plus qu'influencé, complètement mis à l'envers par l'arrivée de l'IA générative. Mais on peut distinguer 2 grandes catégories d'outils d'intelligence artificielle. Ceux dont il a déjà été question, l'intelligence artificielle générative, c'est l'exemple par excellence. Des outils qui sont disponibles en libre accès sur Internet et avec lesquels le milieu de l'enseignement supérieur doit maintenant composer, puisque ces outils sont dorénavant disponibles. Il faut voir comment est-ce qu'on peut agir, réévaluer, on en a parlé, nos façons d'enseigner, notre pédagogie, les méthodes d'évaluation. Mais il existe tout un autre ensemble d'outils d'intelligence artificielle qui sont bien souvent, en fait, développés explicitement pour le milieu de l'enseignement supérieur. Les outils prédictifs en font partie. Et une des choses qu'il faut bien souligner, c'est que jusqu'à un certain point, évidemment, l'influence ou le contrôle n'est pas parfait, mais jusqu'à un certain point, les établissements d'enseignement supérieur ont, je dirais, je vais le dire de cette façon-là, un peu plus leur mot à dire, si on veut, sur l'utilisation de ces outils-là ou la façon dont ils vont être intégrés ou non au milieu de l'enseignement. Alors que, vous l'aurez compris, là, les cégeps du Québec, les universités du Québec, comme celles de partout dans le monde, ont peu à dire là, sur le développement puis la mise en disponibilité de ChatGPT. Là, on ne demande pas l'avis des institutions d'enseignement avant de mettre ça disponible. Donc, on a développé de plus en plus, là, on le voit, des outils spécifiquement pour le monde de l'enseignement supérieur. Et une sorte de ces outils-là, ce sont les outils prédictifs. Il y en a été question brièvement dans la présentation avec laquelle on a débuté notre demi-journée par Audrey Bouchard-Lachance de l'ORES. De l'ORES, pas de l'ORES, pardon. Donc, ça c'est la fatigue. Désolé. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc des outils prédictifs.
Puis, moi, je vais en profiter. Là, c'est pas une présentation exhaustive sur celui-là, mais il y en a quelques-uns, là, ou peut-être même plusieurs. Mais dans le milieu collégial québécois, il y en a un qui a été développé dans les dernières années, qui s'appelle Dahlia et qui est un outil de prédiction de la réussite, et qui permet d'automatiser quelque chose qui était déjà fait, là, en gros, là, quelque chose qui était déjà fait dans les cégeps, c'est-à-dire qu'on essaie de voir quels étudiants ou quelles étudiantes vont avoir des difficultés ou vont risquer d'échouer leur cours pour les diriger vers des mesures d'aide. Mais la particularité, c'est de pouvoir automatiser ce travail-là et pouvoir le réaliser beaucoup plus rapidement. Mais évidemment, ça soulève tout un ensemble de questions. Donc, j'en parle parce que c'est un exemple type qui montre qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour réaliser ce type de tâches-là, automatiser ce type de tâches-là. Mais évidemment, ça pose tout un ensemble de questions auxquelles il faut réfléchir. Et surtout dans l'état où je suis présentement, je ne vais pas réfléchir à ça tout seul. Donc, évidemment, moi, je fais juste animer le panel. Donc, je vais inviter les panélistes à nous rejoindre. Donc, il y a Sylvain Auclair, Lotfi Garbi, Florence Sedaminou Muratet et en ligne, on a Fatia Sadat. Donc, je vais les présenter brièvement quand ils seront sur scène. Donc, d'abord, sur scène, là, de gauche à droite, je vais aller de gauche à droite. Donc, Sylvain Auclair. Sylvain qui enseigne la philosophie au Cégep de Sainte-Foy et qui fait une thèse de doctorat en éthique de l'IA à l'Université Laval, je ne fais pas erreur. Florence Sedaminou Muratet, qui travaille à Éductive et qui est anthropologue de formation et qui s'intéresse notamment, là, particulièrement aux outils technologiques en éducation. Et Lotfi Garbi, qui est maintenant conseiller pédagogique au Centre de services scolaires des Hauts-Cantons, j'avais oublié, et qui travaille encore là, parfois, qui travaillait avec l'organisme Digital Moment jusqu'à tout récemment. Et en ligne, nous avons Fatia Sadat, qui est professeur d'informatique à l'Université du Québec à Montréal. Donc, comme on peut voir là, de cette courte présentation que je viens de faire, là, on a des panélistes qui proviennent de milieux là, passablement différents, variés. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous demander de nous parler de l'expérience que vous avez faite de l'IA ou des outils prédictifs dans vos pratiques, dans votre propre travail jusqu'à maintenant, de façon à qu'on puisse réfléchir à ces outils prédictifs avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, peut-être Sylvain, si tu veux commencer. Bon, il faut annuler. Ça va mieux. Merci de l'invitation. Je suis très heureux d'être présent. Donc, je m'intéresse dans mes recherches au doctorat sur les outils d'analyse prédictive, pas en enseignement, mais plus dans l'utilisation des données qu'on trouve sur Internet et les enjeux que ça soulève au regard de la vie privée. Je vais en parler un petit peu parce que je pense qu'on peut utiliser partir des enjeux que ça soulève dans ce contexte-là, puis voir les dangers, les risques là, pour ce qui est de l'enseignement. L'analyse prédictive ou les outils prédictifs, c'est pas nouveau, ça existe. Ça m'entend bien là, pour le son? Oui. Ouais. C'est pas nouveau, on les utilise depuis longtemps dans plusieurs secteurs. On l'utilise dans le domaine on a parlé dans le domaine de la santé pour prédire les maladies, l'évolution des maladies. Ça peut être aussi dans les transports, dans le commerce de détail, en environnement. Puis je vais peut-être donner un exemple d'environnement. Là, on peut utiliser l'analyse prédictive pour, disons qu'on souhaite prédire les ouragans, le risque d'ouragan. Eh bien, l'idée, c'est de partir d'une quantité importante de données. L'idée, c'est souvent d'avoir le plus de données possible. Et l'intelligence artificielle, les outils d'analyse prédictive peuvent analyser les données et arriver avec des corrélations qu'on n'aurait peut-être pas vues, qu'on n'aura peut-être pas décelées par les statistiques simples. Donc, faire des liens et nous aider à prédire des événements.
Donc, ce qu'il y a de nouveau, par contre, depuis quelques années, ce qu'on voit apparaître, c'est l'utilisation de l'analyse prédictive pour inférer sur les personnes des informations jugées personnelles et sensibles à partir des données qu'on trouve sur Internet. Donc, des données déjà publiées, des données qui semblent insignifiantes ou anodines lorsqu'elles sont prises séparément. Par exemple, l'équipe de Michael Kosinski à Stanford a montré qu'on peut simplement sur la base des j'aime, les likes publiés sur Facebook, arriver à prédire avec un haut taux de précision l'orientation sexuelle des personnes, leur genre, d'arriver à prédire aussi des idées politiques, arriver à prédire aussi des habitudes de vie. Plusieurs études ont confirmé les travaux de Kosinski à partir d'autres réseaux sociaux. Il y a la compagnie Target, c'est un exemple classique, qui, il y a plusieurs années, a développé un outil prédictif servant à détecter si une femme est enceinte. L'idée de Target, c'était quand une femme devient enceinte, ses achats changent, sont modifiés. Et donc, si on peut déceler ce moment-là, le prédire et envoyer de la publicité ciblée, ça va nous permettre d'attirer des clientes là, chez Target. Alors, l'histoire raconte qu'un père se présente dans un Target au Minneapolis et veut rencontrer le gérant. Il lui dit, écoutez, vous envoyez de la publicité ciblée à ma jeune fille qui est enceinte, à ma jeune fille qui est au secondaire, au lycée, vous allez l'inciter à être enceinte, puis là, le gérant ne comprend pas trop, s'excuse. Le père revient une semaine plus tard pour dire « Oh, j'ai une discussion avec ma fille et j'ai découvert qu'elle est enceinte. » Donc, vous voyez comment c'est des outils puissants qui peuvent être utilisés pour inférer beaucoup d'informations sur les personnes à partir de données qui semblent anodines. Dans une étude controversée, l'équipe de Kosinski a même avancé, c'est à voir, qu'on pourrait déceler l'orientation sexuelle d'une personne à partir de l'analyse de son visage seulement. Donc, ça peut aller loin et ça soulève des préoccupations importantes parce que ces données-là inférées peuvent servir à prendre des décisions. Donc, dans des champs importants comme les finances, les assurances, l'emploi, et donc soulever avoir des enjeux de manipulation, d'inégalité, des enjeux justement sur la légalité, discrimination. Et ça soulève aussi des enjeux du point de vue de la protection de la vie privée parce que les cadres de protection de la vie privée actuellement sont axés sur le contrôle individuel, donc il revient à la personne de contrôler ce qu'elle diffuse ou non. Et on s'aperçoit que les enjeux, c'est plus une information que je possède et que je décide de partager, c'est des outils qui servent à deviner des informations qu'on juge personnelles et sensibles. Certains évoquent même d'un droit à l'intériorité. Donc, c'est un peu ces enjeux-là auxquels je m'intéresse dans le cadre de mes recherches. Et puis, je vais y revenir tantôt. Je pense qu'ils peuvent servir aussi d'avertissement pour dire, attention, pour l'utilisation des outils prédictifs là, dans le domaine de l'enseignement. Clara? Merci. Moi, j'ai plusieurs, je dirais, approches et comment j'ai commencé à m'intéresser aux enjeux liés à l'IA prédictive. Vraiment, je vais pouvoir les aborder de différentes manières. Déjà, d'une manière intersectionnelle. Donc, je suis une femme noire qui agit aussi dans un environnement. Et il s'avère en fait que la question de la prédiction je dirais, m'a attirée à partir du moment où il a commencé à avoir des incidents par rapport à ce type d'outils puissants. Donc ça, c'est vraiment pour la partie en fait qui est en lien aussi avec mon identité. D'un point de vue anthropologique, forcément, on voit que l'usage de ces technologies-là ont un impact sur la société et il y a toute une manière dont aussi la société va interagir avec ce type d'outils, mais aussi s'organiser et comment elle va accepter aussi le taux d'acceptation de l'usage de ces outils. Mais il y a aussi l'aspect pédagogique, c'est-à-dire en quoi, parce que veut ou veut pas, l'utilisation de ces outils, comme tu l'avais mentionné, Frédéric, n'est pas c'est souvent des choix qui ont été imposés parce qu'on estime aussi que grâce à la prédiction, on va pouvoir justement automatiser, on va pouvoir aller plus vite. Et donc, le choix de ces outils-là implique, je dirais, un éloignement entre les populations et les personnes qui vont décider. Et c'est en ça, en fait, que j'ai pu m'intéresser.
Pour donner quelques exemples, on a eu à partir de 2017-2018, notamment avec les travaux de Joy Buolamwini qui travaillait beaucoup sur l'aspect de justice sociale et notamment dans le cadre de la reconnaissance faciale. Il y avait eu déjà, et on vit à côté d'un pays qui est un mal pour un bien très avancé dans ces questions-là, puisque l'intégration des outils, des technologies prédictives avait été introduites ou sont encore introduites dans différents domaines, notamment le domaine de la justice. Et il y avait eu le cas, en fait, Borden, de cette jeune femme noire, en fait, qui, du fait de l'usage, en fait, de l'outil prédictif, avait été déclarée plus à même de produire, en fait, des actes hors la loi, à l'opposition, je dirais, à un homme blanc qui était récidiviste. Donc ça, c'est des questions, en fait, qui m'ont très vite, je dirais, interpellée. Mais aussi tout simplement avec les usages de Netflix, pour en nommer un exemple, par exemple, parce qu'on a vu qu'il y a en fait de la technologie prédictive dans cet outil-là qu'on utilise souvent, en tout cas que j'utilise en tout cas pour ma part. Et il s'avère que je me suis aperçue de la prédiction par rapport à, je dirais, l'outil et l'exposition de l'outil par rapport aux différents membres de ma famille. Donc, ça aussi, un aspect, parce que Netflix, par exemple, dans mon je dirais, portefeuille à moi, qui m'appartient, pour le même film, va présenter, en fait, le film. Alors, en fait, Netflix sait que je suis une femme noire. C'est-à-dire qu'il va y avoir un film où il va y avoir une représentation du film avec un attrait, quelque chose, une image auquel je peux me raccrocher dans mon identité, mais l'image sera différente pour mon conjoint, par exemple, qui est un homme blanc. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, il y a des choses à creuser, et j'ai commencé de cette manière. Bon matin tout le monde. Donc, moi, c'est Lotfi. Juste spécifier, moi, je suis pas quelqu'un qui est dans la recherche, je suis vraiment un praticien. Donc, je vais aborder ça selon 3 rôles que j'ai eus. Premièrement, en tant qu'enseignant de sciences et technologies. Deuxièmement, en tant que spécialiste de formation en IA, programmation et éthique. Donc, dans ce rôle-là, j'ai eu à accompagner plusieurs enseignants dans leur appropriation, premièrement, de la littératie. Et sinon, troisièmement, dans mon rôle actuel de conseiller pédagogique. Je tiens aussi à spécifier que moi, j'œuvre plus au niveau du secondaire, mais j'ai eu une tonne de discussions avec les futurs enseignants qui sont formés à l'université. J'en ai rencontré plus de 500 dans les 2 dernières années, donc j'ai eu beaucoup de discussions à ce niveau-là. On me demandait comment est-ce que moi je suis rentré un peu en contact avec l'IA et l'IA prédictive. Si je commence en tant qu'enseignant, eh bien moi, ça a commencé avec des expérimentations. Ça peut être des choses qui me permettaient de changer de diapositive quand je passais ma main devant la caméra. J'ai réalisé assez vite que ça ne servait pas à grand-chose. Donc, j'ai commencé à me poser des questions sur la valeur ajoutée, le temps investi, toutes ces choses-là. Puis, à la longue, j'ai développé un peu une méthode d'enseignement à distance qui utilise plusieurs sources d'informations, plusieurs caméras. Une qui pointe vers moi, une qui pointe vers mes mains, une autre qui pointe les objets de côté. Puis, ça, c'était lors de la pandémie, là, lors du COVID. Puis, j'ai programmé aussi des actions que je voulais faire quand j'étais en train de présenter. Donc, ça m'a permis de développer un peu une méthode d'enseignement à distance, puis il y a beaucoup d'intelligence artificielle là-dedans. Je pense que le point que je voudrais apporter là-dedans, c'est que j'ai dû apprendre à prendre comme des actions complexes puis à les résumer en pensées simples, si je peux le dire comme ça. Puis, quand j'étais enseignant, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser les mégadonnées pour faire de la prédiction, mais j'avais quand même utilisé les données dans mon travail pour m'aider. Entre autres, j'avais commencé à utiliser Moodle puis à sortir des courbes en fonction de l'apprentissage de mes élèves. Donc, dans certaines situations, j'avais des courbes normales. Des fois, j'avais des U inversées. Ça me permettait finalement de
de voir un petit peu c'était quoi les actions qu'il fallait que je fasse dans ma classe. Si jamais je faisais une action, puis je réalisais que ma courbe en U inversée était devenue comme 2 sommets, bien, ça m'indiquait un peu que ça avait eu un effet pour une partie de la population, mais ça n'avait pas eu un effet pour l'autre partie de la population. Donc, ça a commencé un petit peu comme ça. Aussi avec des cartes de chaleur que je faisais dans Excel. Donc, une carte de chaleur, j'imagine qu'on sait c'est quoi, mais en gros, c'est l'idée que à l'aide de couleurs, tu peux voir un peu le résultat de l'élève. Bien, ça me donnait comme un regard rapide, puis ça me permettait de tirer certains constats. C'est niaiseux, mais moi, j'ai remarqué à un moment donné que toutes les 4 du mois, il y avait un élève que ça allait vraiment pas bien. Puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert que, par exemple, son père était décédé cette date-là. Donc, c'est le genre de constat qu'on peut tirer des données également. Aussi, je m'en servais quand je leur donnais des exercices. Quand on connaît les préconceptions des élèves, on est un petit peu capable de savoir comment est-ce qu'ils réfléchissent, puis c'est quoi leur cause d'erreur. Donc, je pouvais leur offrir comme des pistes de réflexion. Donc, je passais un petit peu comme de la prédiction jusqu'à la prescription, si je pourrais dire, à un certain point. Puis, c'est vraiment comme ça que je suis rentré en contact avec l'intelligence artificielle. Lorsque j'étais spécialiste de formation chez Digital Moment, j'ai développé un atelier, en fait, qui aborde l'apprentissage des émotions, puis aussi la littératie de l'IA. En gros, on pointe la caméra vers les élèves, puis ils doivent essayer d'émuler 3 différents types d'émotions, la joie, la tristesse, puis la colère. Puis on réalisait assez rapidement que selon l'apparence de la personne, eh bien, ça fonctionnait plus ou moins bien. Puis ça permettait de commencer des discussions sur comment est-ce que ces technologies-là pourraient être utilisées par différentes personnes, puis ça pourrait mener à des choses comme des inégalités ou certaines formes de profilage en tant que tel. Puis, c'est pas mal ça qu'il faut. Merci. Il y a Fatia qui est en ligne. Ça va? Alors, je vais me présenter. Donc, d'abord, désolée d'être connectée virtuellement. Donc, je ne me suis pas bien organisée pour avoir du temps pour venir, donc être présente. Mais là, je suis connectée en Zoom. Donc, pour parler de mon profil, moi, je suis un peu différente des autres personnes. Donc, moi, je suis professeur, chercheur en informatique. Et donc, mon sujet donc, de recherche et d'enseignement, c'est le traitement automatique du langage naturel, qui est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Donc, l'IA ou le traitement automatique du langage naturel fait partie de mon quotidien professionnel depuis très longtemps, depuis que j'étais étudiante dans les années 90, etc. Donc là, je travaille sur toutes sortes de méthodes par rapport aux langues et aux domaines, et je m'intéresse beaucoup aux langues et aux domaines qui n'ont pas beaucoup de ressources ou beaucoup de données, ce qu'on appelle les langues peu dotées, les domaines peu dotés. Donc, exemple, les langues africaines, les langues autochtones du Canada ou du monde, les langues à morphologie riche, etc. Et en nous faisant toutes sortes de prédictions, tout dépend de l'application qu'on conçoit et de l'algorithme qu'on conçoit. Exemple, prédire des traductions, prédire des réponses à des questions, prédire des sentiments, des émotions. Donc, on a travaillé sur plusieurs applications dans le domaine du traitement automatique du langage naturel. Et donc, ça fait partie de nos recherches. Donc, on conçoit et on développe ces modèles, ces algorithmes et ces outils. Donc, on n'utilise aucun outil, donc on conçoit. Et évidemment, avec le deep learning, on utilise les outils là, du deep learning, etc. Donc, par rapport à la recherche appliquée, nous avons travaillé sur plusieurs domaines, le domaine médical, le domaine financier, pour faire des prédictions, pour voir le développement, par exemple, d'une entreprise ou détecter des tumeurs par rapport à... donc, quand on a une radiologie, etc. Donc, dépendamment des données que le partenaire industriel nous fournit. Donc, nous faisons toutes sortes de prédictions et par rapport à l'EDI, par exemple, parce que je travaille beaucoup avec des étudiants issus des catégories EDI, et je m'intéresse aussi depuis
bien avant que l'EDI n'existe, je me suis toujours intéressée à l'inclusivité. Ça veut dire comment inclure des langues et des domaines peu dotés dans toutes sortes d'applications ou dans l'IA de façon générale. Et donc là, je travaille sur toutes sortes de langues. Et dernièrement, par exemple, on a travaillé sur ChatGPT pour voir est-ce que ChatGPT est bien balancé en termes d'émotion. Et donc, nos algorithmes, avec du prompt engineering aussi, a prédit des émotions plus négatives que positives au sein de ChatGPT de façon générale. Et l'étudiant que j'ai encadré avait réussi à balancer les émotions en utilisant donc d'autres données d'entraînement pour balancer les émotions de ChatGPT, surtout vis-à-vis de certaines catégories de personnes, dont par exemple les personnes qui ont des billets. Comme j'encadre aussi une étudiante qui a un handicap, un certain handicap. Donc, on a travaillé sur cet handicap pour voir les émotions par rapport à cette catégorie de personnes. Et on a trouvé, par exemple, plus d'émotions négatives que positives. Ça, c'est un exemple d'un projet. On a travaillé beaucoup sur l'analyse des sentiments, par exemple, dans une banque pour voir les sentiments des clients, etc., par rapport à certains produits, épargne, hypothèque, etc. Et on travaille aussi sur les langues pour développer des ressources. Exemple, prédire les erreurs quand on édite un texte, ce qu'on appelle un spell checker pour des langues africaines ou des langues autochtones. On a travaillé sur, par exemple, l'Inuktitut pour voir le biais du genre. Et on a vu qu'il y a certains métiers qui sont, de façon générale, ça c'est prouvé en informatique ou dans la recherche, c'est qu'il y a des métiers qui sont plus assimilés au genre masculin et d'autres au genre féminin. Exemple, docteur, il est plus fréquent avec le genre masculin. Nurse, quand surtout on parle d'une langue qui n'a pas de déterminant, donc nurse, c'est plus, ça fait plus référence au genre féminin. On a travaillé dans d'autres langues et on a déterminé les emplois ou les métiers qui font plus référence au genre masculin, au genre féminin. Donc, on peut faire toutes sortes de prédictions. Merci beaucoup. Alors, le premier objectif du panel est atteint, c'est-à-dire qu'on souhaitait exposer la diversité des approches et la variété des perspectives sur les outils prédictifs. Évidemment, on est ici pour parler d'IA et d'EDI en enseignement supérieur. Donc, la prochaine question, c'est compte tenu des perspectives que vous avez développées et des expertises que vous avez développées, quels sont les risques et les possibilités que vous entrevoyez dans l'usage des outils prédictifs comme ceux celui auquel j'ai fait référence plus tôt, dans l'utilisation qu'on peut en faire en enseignement supérieur. Donc, on pourrait peut-être commencer avec Sylvain. Peut-être j'apporterais côté philosophe une distinction. Ça dépend des utilisations aussi qu'on en fait. Donc, te donner l'exemple là, de Dahlia qui l'utilisation d'outils prédictifs, mais pour l'aide à la réussite. Donc, dans l'idée de prédire ceux qui risquent de réussir ou ceux qui risquent d'échouer ou de décrocher, dans l'idée de leur offrir des mesures d'aide personnalisées. Ça, c'est une utilisation possible. J'en vois deux autres possibles des outils prédictifs en enseignement. Ça peut être aussi pour orienter le choix de carrière. Donc, on peut utiliser des données sur la personne pour essayer de leur proposer ou les orienter pour leur choix de programme pour le futur ou encore pour admettre les étudiants dans un programme collégial universitaire. Je pense que les trois utilisations font une différence. Ce n'est pas le même impact de proposer des services personnalisés puis de dire t'es admis ou non dans un programme. Donc, il faudrait distinguer. Puis, peut-être, je vais insister sur un premier risque, puis je laisse la parole, mais si on se concentre sur l'utilisation de proposer des services personnalisés ou de prédire si la personne est à risque d'échouer ou de réussir, je pense qu'il faut tenir compte aussi autre distinction de qui utilise les données. Donc, c'est une chose, je pense, que l'aide pédagogique individuelle l'utilise pour offrir des accommodements de l'aide, que si le professeur est informé de l'information, parce que les recherches montrent que ce qu'on nomme l'effet Pygmalion, ou le biais de perception, c'est-à-dire le fait de savoir qu'une personne risque d'échouer et de croire qu'elle risque d'échouer, ça influence nos actions. Ça peut influencer les actions, donc, pour la suite. Même chose pour l'étudiant, de savoir qu'il était identifié à risque ou non.
Donc, je pense que cet aspect-là là, qui doit être tenu en compte, là, les distinctions pour tenir compte des risques. Merci. Effectivement, je trouvais que c'était justement intéressant l'aspect justement que tu viens de mettre de l'avant, le phénomène Pygmalion. Les outils prédictifs en soi, je dirais que si on veut parler des impacts positifs et des impacts négatifs, je vais en trouver quand même des impacts positifs. Ça part toujours déjà de l'outil prédictif en soi. Tout à l'heure, on mentionnait que ça partait d'un travail qui va être fait de manière à automatiser, mais aussi à gagner du temps et à être efficient dans les différentes, je dirais, questions qu'on se pose et les enjeux qu'on veut solutionner. Cela dit, comme il a été mentionné tout à l'heure, ça part toujours d'une bonne action. Je rebondis sur la question de l'outil Dahlia et de cette justement recherche d'aller identifier des étudiants en position de peut-être décrochage et pousser en fait à cette réussite. Ça implique de pouvoir déjà nommer qu'est-ce qui fait qu'un étudiant réussit ou ne réussit pas. Il y a tout cet aspect de déterministe aussi de penser qu'on est en possibilité de pouvoir prédire la réussite d'un individu. Et cette question de la réussite et de la réussite éducative, elle est complexe. Déjà, on n'a pas pu et on ne peut pas actuellement, même en tant qu'individu ou en termes de groupe, prédire si un étudiant va pouvoir réussir dans sa vie, parce qu'on parle vraiment d'une réussite complète ici. Aussi bien la réussite éducative que la réussite de la personne, le citoyen en devenir. Et dans les usages de Dahlia, on peut remarquer les impacts, je dirais positifs. Ce serait qu'effectivement, on se dote d'un outil qui va nous permettre de manière plus macro et je dirais de manière à identifier quels sont, comme tu disais tout à l'heure, les décrochages ou le pourquoi un étudiant serait en décrochage. Ça part vraiment du principe on veut répondre à un enjeu. Les impacts négatifs de cet exemple que je vais utiliser là, ça va être d'aller sans le vouloir, je dirais, magnifier certaines dysfonctionnements de la société qui sont traduits par les données. Parce que les données, en fin de compte, c'est nous. Les données, elles ne viennent pas d'ailleurs, elles viennent de nous. Et je faisais un balado très intéressant avec une scientifique des données qui s'appelle Saintige Béounou, qui disait en fait, qui avait dit une phrase fabuleuse, philosophique que j'ai beaucoup aimée, qui disait en fait que les données, c'est un peu le miroir de nos âmes. C'est un peu de la manière, c'est un peu comment on s'est défini en tant que société. On continue à en produire actuellement. C'est chargé de nos biais, on en a tous. Et c'est en ça où il peut y avoir un problème de justesse et d'impact négatif des données dans notre, je dirais, quête vers la prédiction pour savoir ce qui est bien ou pas bien de faire. Et c'est en ça où je suis mitigée vraiment quand il s'agit de parler des impacts positifs, sachant que pour moi, la décision, et ça c'est vraiment ma vision d'anthropologue, la décision devrait être faite par un humain. Si je vous donne un exemple, imaginons que j'ai grandi dans les années 80, j'étais destinée en France, dans la banlieue parisienne. À l'époque, quand je sortais du secondaire, ma professeure et puis l'équipe d'enseignants avaient prédit ensemble que je n'aurais pas pu être prof de français. Puis elle m'avait dit, tu devrais partir vers une voie peut-être plus professionnalisante qui te permettrait peut-être de plus travailler dans le secrétariat ou ce genre de choses. J'imagine en fait qu'aujourd'hui, cette équipe en fait de professionnels détient la technologie qui prédit que effectivement, je ne vais pas pouvoir être, je ne sais pas, professeur de français que j'ai été par la suite, mais etc. Et en fait, je me pose vraiment la question de l'impact négatif en puissance que peut être ce type d'outil, parce qu'il va permettre de légitimer à plus grande échelle des choix déjà dans la société qui peuvent être déterministes, mais des choix qui n'impliquent pas un certain recul
et une collectivité autour des décisions, mais une collectivité qui impliquerait en fait différents partis. Je te laisse. Merci. Mais c'est sûr que les outils prédictifs, tu sais, ils vont être utilisés. En fait, je vais me reprendre. Tu sais, tu as comme la donnée puis tu as l'information, là, qui sont deux choses totalement différentes. Là. L'information, c'est ce que tu peux sortir de la donnée. Puis, selon comment que l'outil va être créé, tu sais, si c'est disons, l'enseignant qui doit tirer l'information de la chose, il y a toujours une interprétation qui est comme à travers un prisme culturel, de valeurs sociales, etc. Puis il pourrait y avoir des mauvaises attributions en conséquence. Puis j'ai tendance à penser que ces outils prédictifs-là, oui, tu as par exemple le professeur ou l'enseignant qui va l'utiliser, mais tu as aussi l'élève. Puis je m'imagine juste la situation où est-ce qu'on produit beaucoup de données, finalement, que l'on va remettre, disons, aux professeurs puis aux élèves. Mais les élèves, eux, ne savent pas nécessairement quoi faire de ces données-là, de ces informations-là. Puis, est-ce que c'est possible qu'il y ait comme un professionnel qui explique à tous ces gens-là comment est-ce qu'ils devraient interpréter ces choses-là? Je ne le sais pas nécessairement, tu sais. Fait que ça m'apporte un peu cette pensée-là de est-ce que les outils qui sont prédictifs devraient être aussi prescriptifs? Puis dans quel cadre qui devrait être prescriptif? Tu sais, est-ce qu'il y a des choses qu'on a un niveau de certitude assez élevé qu'on peut se permettre de générer une prescription, puis qu'il y a des situations qui sont plus ambiguës, ou est-ce qu'à ce moment-là, ça devrait faire référence à un professionnel, dans le sens où on demande l'avis du professionnel, ou sinon on réfère l'apprenant au professionnel. Donc, moi, c'est un petit peu la réflexion que j'ai par rapport à ça. Puis, un peu idéalement, là, je vais lire mon texte, parce que je n'en souviens pas exactement, mais tu sais, moi, ce que je trouverais merveilleux, finalement, c'est qu'on soit capable d'un peu de générer une communication qui permet à l'apprenant d'obtenir un aperçu des obstacles qui se dressent devant lui, de soulever les variables qui ont été considérées comme plus importantes, puis de les engager dans une réflexion critique qui va résulter en des actions concrètes qui entretiennent son autonomie. Puis si jamais ça, c'est pas possible, là, on passe les dossiers sensibles ou ambigus aux professionnels appropriés. Merci. Fatia? Moi, je dirais de point de vue conception, parce que moi, avec mes étudiants, nous concevons les algorithmes, nous concevons les systèmes et nous les développons. Donc, de point de vue algorithmique, rien n'est parfait. Donc, trouver un outil parfaitement parfait, à 100% de précision, c'est hyper, hyper rare. Donc, il y a toujours un taux d'erreur. Donc, quelqu'un qui se fie à un outil pour faire son travail, exemple la traduction automatique, même si c'est une langue qui a subi beaucoup de recherches, comme par exemple l'anglais, il y a toujours un taux d'erreur, toujours un terme qui est mal traduit ou qui n'est pas traduit parce qu'il n'existait pas dans les données d'entraînement. Et comme on dit toujours, garbage in, garbage out, donc quand on se fie à des données, des données biaisées, on aura un système biaisé. Donc, il faut sensibiliser les élèves. Moi, j'ai 2 enfants, une qui sont au secondaire. La grande, elle rentre au cégep l'année prochaine. Ils utilisent Google Translate comme une aide, parce que j'en ai vu des élèves et j'en ai eu des collègues qui parlaient de leurs enfants, qui faisaient leurs travaux, leurs devoirs avec Google Translate. Au lieu de, par exemple, faire un texte en anglais, ils vont le faire en français et le faire traduire par Google. Puis, c'est ça le travail. Puis un enseignant qui est bien renseigné, donc au courant de ça, il peut détecter l'erreur que c'est un système qui a généré la traduction, c'est pas le cerveau humain. Parce qu'on sait, surtout nous qui concevons les outils, on connaît les erreurs qui sont générées par un système et ce que l'humain peut faire. Donc, de nos jours, l'IA est biaisée, l'IA n'est pas inclusive à 100%, donc il y a un taux d'erreur élevé. Et élevé, dépendamment de l'application, mais il y a un taux d'erreur aussi qui n'est pas élevé. Donc, tout dépend de l'application, de la langue, du domaine, des données qui ont été utilisées pour l'entraînement.
pour en faire, pour concevoir ces outils-là. Et c'est important de sensibiliser les élèves, les étudiants, que ces outils-là, ils ont un taux d'erreur, il ne faut pas se fier à eux. Plutôt les utiliser comme une aide. Par exemple, une aide à la traduction. Pas de traduction automatique directement. Ça remplace jamais l'humain. Donc, comme une aide et faire une correction manuelle par la suite. Par exemple, si je prends l'exemple de Google Translate, c'est ça, c'est une aide. Les gens qui ont joué avec ChatGPT, bon, c'est de l'IA générative, mais ils savent que ça peut donner des réponses correctes, mais ça hallucine beaucoup. Il y a un taux d'hallucination élevé. Il y a de la désinformation aussi. Donc, il y a beaucoup d'enjeux éthiques. Et dans la conception de ces outils, donc c'est ça, il faut sensibiliser les gens qui utilisent ces outils et dépendamment, par exemple, dans l'enseignement, qui conçoit, qui fabrique, quelle entreprise fabrique ces outils. Ça dépend, donc la performance y dépend. C'est tout. Merci. Donc, je vous disais tantôt le degré de fatigue. Je vais essayer de me livrer à un exercice que je pourrais faire assez facilement habituellement. Mais là, je vais me risquer de compte tenu des circonstances. Je vais essayer de reprendre ce que vous avez dit chacun, puis de soulever une question. D'abord, Sylvain, je trouvais ça particulièrement intéressant parce que tu soulèves la question de l'usage qu'on fait des outils, puis que effectivement, la question était volontairement générale pour qu'on puisse envisager différents types d'usages. Mais je pense que tu soulevais un point vraiment intéressant là, qui est l'idée qu'on peut faire des usages qui sont fort variés, puis qu'en réalité, les enjeux ou les possibilités ou les risques qu'on peut soulever ou envisager vont grandement dépendre de cet usage-là. Oui. Puis, on dit, dans le fond, la technologie, c'est un outil. Donc, toujours la question, c'est pas parce que l'outil existe qu'on doit l'utiliser. Donc, on se demande dans un contexte, est-ce qu'on l'utilise? On regarde l'impact que l'outil va avoir. Est-ce que finalement, l'utilisation apporte plus d'avantages que d'inconvénients? On parlait tantôt du risque d'erreur. C'est de fait, il y a toujours un risque d'erreur. Donc, il faut en tenir compte. Il faut voir aussi que, plutôt qu'utiliser un outil, peut-être qu'il y a aussi lieu de modifier les pratiques. Je donne l'exemple de Dahlia. Les raisons qui avaient été avancées pour développer et utiliser cet outil-là, c'est que l'aide à la réussite arrive tard. Donc, au collégial, je donne l'exemple de ma réalité. Les premières évaluations, on arrive à la 3e, 4e, 5e semaine. Donc, le temps que l'étudiant a un retour, qu'on ait de l'information sur son parcours actuel au collégial, puis on arrive à la date d'abandon, puis c'est trop tard, puis là, l'étudiant, on n'a pas intervenu, on n'a pas pu l'aider, il est chaud. Une mesure qui va être mise en place, ça a été de retarder la date d'abandon. Donc, on peut voir aussi... On a une difficulté, on voit qu'il y a un outil, mais en même temps, peut-être c'est en modifiant nos pratiques qu'on peut peut-être trouver plus d'avantages que l'utilisation de l'outil. Donc ça va peut-être aider davantage là, le soutien de l'aide aux étudiants. Juste peut-être parce que si on veut rattacher ça à l'idée d'inclusion, évidemment, on se dit si on peut aider plus rapidement avec l'outil, si on peut avoir plus rapidement des données qui vont nous permettre d'aider les gens, donc de faire mentir la prédiction, c'est un facteur d'inclusion, c'est un facteur d'accessibilité à la réussite, mais à l'enseignement en général. Ouais, tout à fait. Puis on parlait de justement l'inclusion, l'égalité. Ce que révèlent les recherches justement sur les données sur les réseaux sociaux, c'est que les données peuvent paraître neutres et objectives, on l'a mentionné, mais qu'il y a un risque de discrimination aussi par les données indirectes. C'est ce que Cathy O'Neill a montré dans son livre, là, Les algorithmes bombes à retardement, c'est la traduction, où on peut partir de données qui semblent neutres, mais qui finalement sont corrélées avec des facteurs de discrimination. Donc, elle donne l'exemple du code postal. Donc, si on utilise le code postal, qui paraît être neutre, si on l'utilise, par exemple, pour la prédiction de la réussite en disant si l'étudiant habite loin ou non de l'école, est-ce que son parcours le matin, le soir, ça peut influencer sa réussite, puis qu'on l'utilise, ça peut être une bonne chose, mais on peut s'apercevoir par après, c'est ce que révèle Cathy O'Neill, que le code postal peut être corrélé aussi avec des groupes qui, dans une ville, les groupes ethniques qui sont rassemblés plutôt à tel endroit. Donc, on se retrouve à discriminer de façon indirecte des personnes sur la base de groupes ou encore d'un statut social. Donc,
il y a des données aussi qui peuvent mener à la discrimination de façon indirecte. Donc ça, c'est important de les prendre en compte aussi. Puis c'est toute la question, l'outil, on va l'utiliser, les données, c'est important, mais jusqu'où on va? Quelles données on va utiliser? Puis ça, c'est des belles questions. En intelligence artificielle, plus on a de données, mieux c'est, oui, mais je pense que cette réflexion-là qui est vraiment importante à faire à chaque... pas juste au début, on l'a vu avec Amazon qui a été mentionné tout à l'heure, c'est après, dans l'utilisation, on s'est aperçu que, il y a des impacts négatifs qui en découlent. Donc, il y a toujours une vigilance tout au long. Donc, au début de la conception de l'outil, des données qu'on va utiliser, mais tout au long aussi de son utilisation pour voir, est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent, des corrélations qui sont établies qui ne devraient pas l'être et qui mènent justement à la discrimination ou qui portent atteinte au principe EDI. Florence, on en parlait plus tôt, notamment dans le premier panel, mais on faisait référence à la mission de l'enseignement supérieur, de l'éducation en général, qui est cette idée aussi de développer, je dirais comme ça, c'est comme ça que ça me vient à l'esprit présentement, développer un parcours singulier, une individualité. Et donc, en utilisant des outils prédictifs, nécessairement, on va catégoriser, tu faisais référence, catégoriser les parcours, catégoriser les personnes. Je trouvais ça particulièrement inspirant, cette idée là, de dire, ce qu'on veut aussi dans le milieu de l'éducation, c'est ce qu'on cherche un peu tous à faire, c'est de permettre à chacun de se développer, de s'épanouir dans ses particularités, dans ses singularités. Donc, je pense qu'il faut réfléchir aussi à l'utilisation des outils des prédictifs là, dans ces termes-là. Et dans ces... Bon, il y a des singularités, des individualités, mais aussi, je le dirais de cette façon-là, c'est à travers ça aussi que s'exprime parfois aussi la diversité. On parle de DI, mais là-dedans, il y a équité, il y a inclusion, mais il y a diversité aussi, donc la diversité des parcours de chacun. Donc, oui, je vais essayer, je vais tenter de répondre. C'est une vaste question. Alors, si je pars en fait déjà, là, tu parlais justement de je dirais de l'objectif de l'éducation. On parle d'équité, de diversité, d'inclusivité. Tout à l'heure, tu as nommé, Sylvain, l'égalité. C'est sûr qu'il y a différentes... Entre égalité déjà et équité, on va dire que déjà dans l'égalité, on a, grâce au système public, accès à l'éducation, à la connaissance, au développement de compétences. Après, dans la notion d'équité, c'est là où justement on va aller intégrer des notions beaucoup plus précises de quels sont les groupes qui ont besoin de quoi pour pouvoir accéder en fait à cette égalité. Et dans ta question, je vais refaire un lien avec encore Netflix. C'est pas que je suis fan ou je travaille pas pour Netflix, ne vous inquiétez pas. Mais c'est ce qui me vient en tête parce que ça a été l'une des premières un peu chaînes qui a utilisé en fait chaîne, en tout cas groupe qui a utilisé l'intelligence artificielle beaucoup dans la prédiction. Et il s'avère qu'il y a eu je vais faire le parallèle. Il y a eu cette question de si moi, en tant que personne, femme, je m'intéresse qu'à un type de contenu télévisé, est-ce que c'est bien de me, je dirais, procurer ce contenu parce que je me complais dans cette utilisation? On le découvre aussi dans les réseaux sociaux, justement, et la polarisation des pensées, parce que dans l'usage d'Instagram, de Snapchat, de TikTok, etc., il y a ces usages, en fait, bien sûr, prédictifs qui vont nous permettre de nous alimenter dans le contenu qui nous importe. Et Netflix, à un moment, il y a eu cette question de comment on va faire pour aller permettre aux gens de sortir de leur complaisance. Et il y a eu un moment, un petit bouton où je pense qu'il existe encore, je ne suis pas sûre, où c'est quelque chose comme « surprends-moi ». C'est-à-dire, il va y avoir un calcul aléatoire qui va nous permettre de sortir du sentier, des sentiers battus. Pour faire le parallèle avec l'enseignement, effectivement, comme le mentionnait tout à l'heure, je ne me rappelle plus de son nom, mais de l'enseignante au cégep du Vieux Montréal, je ne sais pas si elle est encore là. Mais, Emmanuel. Emmanuel, c'est ça. En plus, on l'a notifié, mais j'ai oublié. Elle expliquait effectivement qu'il y avait cette question de si on est amené à développer du contenu
qui va justement permettre aux étudiants de se développer dans leur individualité. Est-ce que c'est pas un problème? Est-ce que c'est pas en fait une sorte de contre-réponse au développement et je dirais aux enjeux éducatifs d'égalité en fait au niveau de la réussite? Et il y avait 2 niveaux dans cette intervention. Il y avait bien sûr l'individualité par rapport à son contenu, sa vie, ce qu'il aime, etc. Mais aussi l'individualité dans ses capacités ou ses facilités d'apprenant. Moi, par exemple, j'apprends beaucoup en écoutant des balados, etc. Et peut-être que j'aurais plus de difficultés avec un contenu, je dirais, écrit ou etc. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà les intérêts des apprenants, mais il y a aussi les différents profils d'apprenants. Et c'est en ça où je trouvais que c'était intéressant d'utiliser les technologies prédictives, l'IA prédictive, pour naviguer dans ces différents aspects. Mais cela dit, effectivement, si on pousse et on développe en fait ces outils prédictifs pour, je dirais, mieux développer l'apprenant dans son individualité, est-ce qu'on rate pas en fait un peu le navire qui est d'amener tout le monde à être quelqu'un d'ouvert, un citoyen ouvert sur différentes thématiques, etc. Donc il y a effectivement un questionnement à se poser sur à partir de quel moment on va pouvoir créer ce bouton « Surprends-moi ». Est-ce que l'éducation ne serait pas, ou je dirais les systèmes éducatifs ne seraient pas justement excusez-moi de l'anglicisme, mais la safe zone pour justement aborder l'accès à la connaissance sans nécessairement individualiser les contenus par rapport aux étudiants et à leur choix, mais plutôt par rapport à leur profil d'apprenant. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à explorer. Dans le cadre de mes recherches appliquées, je travaille beaucoup sur la littératie des futurs. Et dans la littératie des futurs, on prend une technologie puis on essaie de la pousser au maximum. Donc, je travaille actuellement sur un cégep situé dans la région du Saguenay en 2050. Et donc, l'idée, c'était de parler des jumeaux numériques. Et on se posait la question justement de est-ce qu'en introduisant les jumeaux numériques, qui seraient en fait le jumeau numérique d'un apprenant, est-ce que tu en parlais tout à l'heure, est-ce que le fait que le jumeau numérique connaisse l'apprenant et puisse prédire, en fait, et permettre à l'apprenant de s'alimenter avec la prédiction qui est faite sur sa capacité d'apprendre, est-ce que ça pourrait l'alimenter et est-ce qu'il pourrait, même avant que l'enseignant lui dise « Hey, fais attention, là, au niveau de tes exercices de mathématiques, il faudrait que tu développes plus telle ou telle compétence », est-ce que ça pourrait l'alimenter? Et est-ce que on pourrait réadapter notre position en tant qu'enseignant? Alors ça vient nous chercher en tant qu'enseignant parce que c'est une grosse question qu'on se pose sur qu'est-ce qu'on fait en fait avec cette question d'enseignement et d'éducation? Est-ce qu'on continue comme on le fait actuellement ou est-ce qu'on se met vraiment autour de la table pour savoir quelle est la plus-value de l'éducation aujourd'hui? Et je vais pouvoir te passer le micro. Je ne veux pas trop monopoliser le temps de parole, mais cela dit, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on fait face, quand on parle de décrochage, on parle de décrochage au niveau du système éducatif, mais on se pose de plus en plus la question de où est-ce que vont ces décrocheurs? Parce qu'il y a des systèmes parallèles qui permettent de répondre à une demande, je dirais, renouvelée de l'éducation ou alimentée par d'autres technologies. Aujourd'hui, je dirais, pour un étudiant auquel je vais apprendre, par exemple, les principes sociologiques de Bourdieu, avec une petite, je dirais, quelques vidéos TikTok ou sur YouTube, il va pouvoir me dire rapidement et, je dirais, fausser la connaissance approfondie qu'on a en fait de ces principes sociologiques. La question, c'est à ce moment-là, si un étudiant peut, de par l'utilisation de ces outils, apprendre plus rapidement, quelle est la position en fait du formateur et de l'éducateur dans ce cercle en fait de connaissances? Et c'est pour ça que
je dirais que c'est une bonne question, cette question de la prédiction et qu'est-ce qu'on en fait. Parce que je pense que c'est le bon moment aussi pour les systèmes éducatifs de véritablement se poser la question. On est forcé, tant mieux, mais de se poser la question de quelle va être notre plus-value pour développer non pas des individualités normées dans un groupe qui se ressemblent tous, mais des individualités qui ont pu choisir en fait dans leur contexte et leur environnement, je dirais, le contenu ou ce pourquoi ils veulent réussir dans la vie. Voilà. Merci. L'autre fille, tu y faisais référence, je trouve que c'est particulièrement intéressant de le souligner, la différence entre données et information, puis la nécessaire interprétation des données. Ça s'attaque à un mythe tenace, qui est celui de la neutralité des données et des données à partir desquelles on entraîne les systèmes d'intelligence artificielle. C'est particulièrement important de déboulonner ce mythe-là quand il est question d'utilisation des outils prédictifs dans le milieu, notamment dans le milieu de l'éducation, où on veut faire la promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet de premier ordre. Oui. Ça résonne un peu avec ce que mes deux comparses à côté ont dit. Comment je dis ça? Tu sais, ces données-là qui nous donnent des informations, c'est une des choses qu'on peut percevoir dans une classe, puis c'est pas la seule chose sur laquelle on devrait porter notre regard. Tantôt, tu mentionnais un peu qu'il y avait le problème que c'est comme des points dans le temps, puis qu'il y avait mis une évaluation plus tôt, il avait repoussé la date plus tard. Le constat d'échec, là, dans le fond, c'est une mesure qui a été mise en place pour qu'on puisse se baser sur des données réelles durant la session pour aider l'étudiant. Donc, c'est une mesure possible, ouais. Tu sais, quand je regarde au jour dans une classe, tu sais, moi, c'est pas seulement les travaux que je peux utiliser, beaucoup le comportement des jeunes. Puis pour ceux qui ont de la difficulté à s'exprimer, c'est extrêmement important. Quand un enfant met son doigt en quelque part dans un texte, qu'il surligne, qu'il souligne, qu'il l'encercle, qu'il l'écrit à côté, je peux inférer à un certain point un type d'opération mentale qu'il va faire. Ou sinon, il y a des jeunes qui ne sont pas capables d'exprimer certains concepts verbalement ou mathématiquement. Si je pense au rapport d'engrenage, il y en a plusieurs qui ont de la difficulté. Là, c'est quoi le numérateur, c'est lequel dénominateur, puis tout ça. Par contre, je leur donne un paquet de Lego. Ils sont capables de me créer un train d'engrenage, une boîte de vitesse, par exemple. Donc, pourtant, cet enfant-là, je vais peut-être y avoir mis 0 parce qu'il n'a pas été capable de faire le calcul, mais cet enfant-là est capable de m'en créer un système. T'sais. Donc, ça remet un peu en perspective qu'est-ce qu'on valorise aussi dans l'évaluation qu'on fait, puis la prédiction y est reliée, là. Tu sais, j'ai connu pas mal de profs de physique qui étaient excellents pour me faire des calculs exacts, mais si je leur demandais, ils étaient rendus où l'objet après une chute libre de 3 secondes, juste comme ça, ils n'étaient pas capables de l'estimer. Puis, j'utilise cette allusion-là pour dire, tu sais, est-ce qu'on doit toujours être dans la science exacte ou est-ce que des fois, l'approximation grâce à des comportements, ça peut être quelque chose qui est très utile, tu sais. Je voudrais pas qu'on mette trop d'emphase sur les données prédictives, puis qu'on oublie qu'en réalité, une grosse partie de ce qui nous permet d'aider les jeunes, en réalité, c'est dans le quotidien, c'est dans ce qu'on perçoit nous-mêmes sur le terrain, tu sais. Donc, c'est pas mal à ça que ça me faisait réfléchir, tu sais, puis ça apporte toute une notion que les enseignants vont devoir rentrer dans ce type d'idée-là, tu sais. Actuellement, si tu regardes... Tu sais, dans les écoles, il n'y a pas beaucoup là, de suivi grâce aux données, tu sais. Fait que là, si on fait une formation massive sur tout le suivi des données, comment on tire des informations de ça, puis qu'on ne met pas d'emphase sur ce que l'enseignant, lui, est capable de percevoir en classe puis de tirer comme constat, bien, je pense qu'on a juste mis un pied dans le bateau puis l'autre est à côté. Merci. Et enfin, Fatia, tu soulignais un aspect qu'on a tendance parfois à oublier, là, c'est que les systèmes d'intelligence artificielle, comme tous les autres systèmes techniques, ne sont pas des systèmes parfaits, en fait, qu'il y a des marges d'erreur, il y a des faux positifs, il y a des faux négatifs.
On en parlait indirectement. Sylvain faisait référence à l'idée qu'il faut réfléchir à l'usage qu'on fait des outils prédictifs si on veut favoriser l'équité, la diversité, l'inclusion, notamment en utilisant des outils prédictifs. Il faut réfléchir aussi au fait que les résultats qui sont créés par ces outils-là sont pas exacts à 100%. Puis il y a toujours nécessairement une marge d'erreur, puis parfois la marge d'erreur est loin d'être négligeable. Donc, je crois que c'est vraiment important de réfléchir à cet élément-là, si on veut penser à l'utilisation des outils prédictifs dans le système d'enseignement supérieur. Oui. Oui. Ah, c'est à moi? Ben oui, exactement. Donc, tout dépend des données d'entraînement qu'on utilise, à garbage in, garbage out. Donc, tout dépend du données, tout dépend de l'algorithme aussi qu'on utilise. Donc, si j'avais entendu quelqu'un dire plus on a des données, mieux c'est, non. C'est qualité versus quantité. Même si on scrape tous les médias sociaux et on en fait des données, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de données qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas utiles, etc., qui sont farfelues. Donc, la qualité est meilleure. Donc, et l'enjeu, ou l'argument meilleur. Et même dans la recherche, avec peu de données ou bien zéro donnée en utilisant du transfer learning, etc., on arrive à faire un système mieux que d'avoir beaucoup de données dont une grande proportion est biaisée, erronée, ou ça entraîne des résultats erronés aussi. Donc, tout dépend de l'application et puis pour utiliser les données et les algorithmes adéquats. Le mode supervisé, le mode non supervisé. Donc, ça rentre en jeu. Très bien. Donc, on me fait signe là, que le temps file. Donc, il reste quelques minutes. Donc, on aurait pu en parler encore plus longuement, mais je vais ouvrir à la salle, en fait, s'il y a des gens qui ont des questions pour nos panélistes ou peut-être qu'il y a des questions en ligne. Questions? Oui, Serge, Andréane, s'en vient. Merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas vraiment par où commencer, mais il y a des questions d'éthique dans votre domaine extrêmement importantes, des questions de renseignement personnel, des questions aussi extrêmement délicates. Puis là, je me mets dans les souliers peut-être d'une personne qui provient d'un groupe qui mérite l'équité. Puis, vos modèles ou un modèle prédictif, en fait, prédirait un échec, dans le fond, à une personne étudiante. Comment vous aborderiez la question avec cette personne étudiante-là, surtout dans un sens où le modèle prédictif peut être complètement biaisé, justement, à cause des caractéristiques personnelles de la personne. Donc, comment vous abordez ces questions-là avec votre auditoire, dans le fond, qui sont des personnes étudiantes? Peut-être rapidement, oui, des questions d'éthique. Pour expliquer l'éthique, je simplifie en disant que l'éthique, c'est trouver ce qui est souhaitable à travers le possible. La technologie existe, c'est possible parce que c'est souhaitable, c'est ce qu'on doit déterminer. Souhaitable en fonction des valeurs qu'on a, entre autres les valeurs d'EDI sont primordiales, la valeur de la vie privée, le consentement doit être primordial. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'il y a du travail en amont. Donc, on utilise, comme on le dit, les données peuvent être biaisées, il y a risque d'erreur. Donc, est-ce que l'outil qu'on a utilisé avant d'utiliser même auprès de quelqu'un, je pense qu'on a tendance des fois à aller un peu trop vite. On dit, il y a un outil qui existe, là, ça va peut-être régler des problèmes, puis là, on le déploie. Le plan ministériel de dernier met de l'avant beaucoup les outils prédictifs. Le centre scolaire Val-des-Serres l'a utilisé. Donc, il y a vraiment comme une volonté, mais en même temps, peu d'études qui ont vérifié. Donc, je pense qu'il faut être prudent. Donc, il y a ça, puis après, il y a comment on l'utilise, puis la façon d'utiliser l'approche humaine demeure primordiale. Ça, c'est vraiment... Ça peut faire toute une différence entre comment on l'annonce, par qui. Puis l'enseignement, la relation humaine, c'est au cœur là, qui fait... on se souvient des profs, pas tant souvent parce qu'ils nous ont ce qu'ils nous ont enseigné, mais comment ils l'enseignaient. Donc, je pense qu'il y a ça en amont. Il
il doit y avoir un comité aussi qui suit en continu, on développe des choses. Peut-être qu'on s'est aperçu qu'il y a des erreurs par après, mais la façon, vous avez raison de souligner, là, le comment on le dit, là, ça, c'est pas de solution, là, mais c'est un point central. Oui, je vais aussi tenter de répondre. En tout cas, dans le cas que vous avez effectivement mentionné, j'aime toujours à dire que et je n'oppose pas du tout, parce que je pense qu'il peut y avoir une relation, une bonne synergie entre l'interaction homme-machine. Mais j'aime bien, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, parler d'intelligence humaine. Et effectivement, autant l'outil prédictif peut nous donner quelques pistes de réflexion sur les différentes possibilités. Mais encore une fois, je le redirai, la décision finale, elle incombe à l'être humain et c'est primordial. À partir du moment où on fait appel, et c'est un peu ça la difficulté aussi, c'est qu'en tant qu'être humain, on a toujours aussi cette, je dirais, cette détermination à se reposer sur quelque chose qui est logique. Et quand on entend intelligence artificielle, forcément, on parle d'une technologie avec des calculs puissants et il peut y avoir un biais qui laisserait glisser vers si l'intelligence artificielle l'a dit, avec tous les calculs et les différents je dirais, algorithmes qui permettent d'arriver à différentes décisions, peut-être que l'intelligence artificielle aurait plus raison que moi. Et c'est en ça où je pense que ça peut être dangereux. Et c'est la raison pour laquelle, même dans les cadres et dans les systèmes, il faut absolument, en fait, imposer la décision finale qui incomberait à l'être humain, je dirais, qui mettrait un point final à la décision. Non. Je vais voir si... Pardon. Il y a peut-être une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, il est tard. Là. On est rendu à 17 heures. Je vais remercier nos panélistes. Merci beaucoup de vos présentations. Et c'est ce qui conclut notre événement. Donc, merci beaucoup aux partenaires, à tous nos partenaires. Merci beaucoup au Riquetti. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Je vais te laisser te reposer. Mais nous tenons vraiment, oui, à remercier tout le monde au courant des 2 journées. Merci aux panélistes. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Mais Frédéric aussi, des remerciements à toi, à toute l'équipe d'André Laurando, Rita, Audrey, Maryse et tous les étudiants et étudiantes qui ont été là pour assurer le succès de ces 2 journées-là. Pour nous aussi, ça n'aurait été pas possible de faire un événement sans nous. Puis, merci aussi de nous avoir fait confiance.